Laurence Gudin, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Euh, Bienvenue dans Variant les éditions en live, dans Vlil pour les intimes. Peut-on déjà commencer par vous présenter en tant qu'éditrice? Comment en êtes-vous arrivée à la tête des éditions La Baconnière? Et ensuite, peut-être faire une présentation un peu plus historique aussi de la maison. On sait qu'elle a été quand même créée en 1900, dans les années 20, 1927 de mémoire. Et c'est une maison assez prestigieuse qui est quand même éditée à Aragon, super vieille et d'autres. Voilà. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par ça? Merci, Alors, Laurence. très volontiers, merci beaucoup. Donc, déjà, je suis très contente d'être là et puis de discuter avec un public avec lequel je discute pratiquement pas. En fait, c'est vrai que c'est assez génial de pouvoir voir un peu des blogueurs. Et puis, je vois que vous avez des goûts très larges, donc ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir de voir qu'il y a beaucoup de gens qui lisent et de la littérature et des essais aussi. Mais donc, je m'appelle Laurence Gudin, je suis franco-suisse et j'ai grandi en Suisse et j'ai fait mes études à Paris en littérature, lettres modernes. Et j'ai fait une spécialisation plutôt en édition. Ça s'appelait un DESS d'édition à l'époque. J'ai toujours voulu en fait être éditrice depuis l'âge de 17 ans, je dirais, 16 ans, 17 ans. J'aimais énormément la littérature adolescente et j'aimais beaucoup et particulièrement dans les livres la question du second rôle, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas au premier plan, mais qui sont ceux qui observent, qui écrivent, qui regardent et qui sont souvent les narrateurs d'ailleurs des histoires, qui sont ces personnages effacés qui en fait sont extrêmement importants dans l'action, mais qui sont pas justement les grands personnages en lumière. Et donc, j'avais pas du tout l'intention de devenir écrivain. Vraiment, alors ça, j'ai immédiatement abandonné. Déjà, j'étais totalement nulle en écriture. D'ailleurs, je continue à avoir quelques problèmes pour mes quatrièmes de couverture. Mais par contre, j'ai beaucoup... voilà, j'ai beaucoup lu et je me suis beaucoup intéressée à la littérature. Et donc, je suis partie à Paris faire des lettres dans l'idée de devenir éditrice. Donc, ce qui fait que dès la deuxième année d'études, j'ai commencé à faire des stages à Paris. Alors, tous ne se sont pas très bien passés. Hein, c'était quand même, c'est ardu. Hein, c'est un monde pas facile. Mais j'ai fait différents stages chez Actes Sud Junior. J'ai fait des stages chez Diane de Cellier, je ne sais pas si vous connaissez. J'ai fait un stage assez difficile justement chez Bernard Pasquito, qui était spécialiste des bad boys de la littérature américaine. Euh, Chez Ibolia Virag, qui reviendra par la suite chez moi. Et voilà, donc j'ai pas mal vu de choses. J'ai été formée à l'édition, disons en tout cas de façon universitaire. Et puis, je suis rentrée en Suisse parce que ça me semblait enfin, plus facile, aussi plus abordable de rentrer et de faire quelque chose ici, en Suisse, où il y avait évidemment beaucoup moins de gens qui s'intéressaient à l'édition qu'à Paris, où on est quand même assez nombreux. Et, et donc, j'ai rapidement trouvé un travail dans une maison d'édition qui s'appelle Médecine et Hygiène. Et j'ai été directrice éditoriale du pôle d'édition de ce groupe. Donc, je faisais principalement des livres de médecine, en fait. Mais ils avaient racheté plusieurs maisons d'édition au fur et à mesure de leur histoire, parce que c'était une très belle histoire. C'était un humaniste qui avait dirigé ça pendant des années. Et il avait racheté quelques maisons d'édition au fur et à mesure de leur parcours, des vieilles maisons d'édition suisses qui ne pouvaient plus tenir pour différentes raisons, pas d'héritiers, plus d'argent. Enfin. Et il y avait notamment les éditions Georg, qui sont une très belle maison d'édition de sciences humaines, qui ont publié énormément de choses très importantes, dont des livres de Young, par exemple, en grand format. Et, et puis, il y avait les éditions La Baconnière, qui leur appartenaient déjà. Et donc, j'ai travaillé pour eux 5-6 ans. Et puis au sein de ce groupe, et à un moment donné, c'était quand même, enfin, j'avais envie de revenir vers la littérature, et donc j'ai repris les éditions La Baconnière en quittant Médecine et Hygiène. Donc voilà, et ça c'était en 2000,
fin 2011. Donc 2012 a été consacré à la préparation de la maison, parce que ça se prépare en fait, le renouveau d'une maison. Et en 2013, on a commencé à publier. Donc voilà, ça c'est pour le parcours à peu près. Et donc, pour l'histoire de la Baconnière, qui est en effet une histoire extrêmement riche, c'est une très ancienne maison d'édition en Suisse, sachant que la Suisse est un terreau avec beaucoup de maisons d'édition. Hein. Il y a énormément de choses. Peu de choses sont connues en France, mais il y a vraiment des maisons d'édition de tous les domaines. Les maisons qui ont été les plus connues au XXe siècle, c'était les maisons d'édition d'art, qui, justement, parce qu'il y avait aussi lié à l'imprimerie, il y avait toute une tradition d'imprimerie et de maisons d'édition d'art en Suisse. Et par contre, il y avait aussi énormément de sciences humaines, il y avait de la littérature, il y avait de l'érudition, notamment les éditions Drault, qui sont aussi très connues. Donc, il y a vraiment tous les domaines qui sont encore représentés. Mais ça vaut vraiment la peine de découvrir ça. Si vous voulez, après, je vous en dirai un mot. Hein. Moi, ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup parler du contexte aussi dans lequel on se trouve. Je pense que c'est très important. Et donc, la Baconnière est née à Neuchâtel, qui est une ville, petite ville en Suisse. Je ne sais pas si vous voyez vaguement où ça peut être. Donc, vous avez Genève, Lausanne, et puis si vous continuez à peu près tout droit, vous avez le lac de Neuchâtel et Neuchâtel. Et Neuchâtel est une ville très particulière parce qu'elle a été à la fois allemande, enfin germanophone, et francophone. Disons, historiquement, il y a eu beaucoup de passages d'une langue à l'autre. Et il y avait encore beaucoup de vieilles familles qui étaient prussiennes, enfin pour en tout cas la vieille Prusse. Donc, c'était un contexte assez riche et assez particulier en Suisse romande. Et il y a plusieurs maisons d'édition qui sont nées là, notamment aussi Delachaux et Nestlé, qui a été une grande maison d'édition de publication de nature, qui ont fait des choses remarquables et qui existent encore. Et puis, la Baconnière, donc, au début, a publié principalement des textes sur la vie locale. Enfin, c'était vraiment des auteurs locaux. Ils ont commencé, c'était beaucoup d'essais, beaucoup d'essais. Et elle a elle a pris un autre tournant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Français ne pouvaient plus publier en France, hein, comme vous savez très bien. Même dans la France libre, c'était absolument impossible de publier. Donc, il y a eu un certain nombre d'éditeurs en Suisse qui ont publié tous les transfuges français. Et il y a eu certaines maisons d'édition qui se sont créées pour l'occasion, notamment par exemple les Portes de France, qui ont existé pendant 5 ans, je crois, juste le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il y en a d'autres qui, comme la Baconnière, justement, ont accueilli un certain nombre d'auteurs. C'était une époque assez extraordinaire, qui est assez documentée, pas énormément, malheureusement, pas assez, je trouve, mais assez documentée dans les archives de la Baconnière. Donc, on voit que l'une des choses les plus compliquées, c'était le passage de manuscrits de la France à la Suisse. Et il y avait notamment une ferme qui était très connue, qui était donc ici, près d'Annemasse, donc juste derrière Genève. Et cette ferme avait la particularité d'être à la fois sur le territoire français et sur le territoire suisse. Donc, on entrait d'un côté du territoire français et on ressortait de l'autre en Suisse. Et par là sont passés plein de manuscrits. Et pour corriger les épreuves, donc une fois que le manuscrit était mis en page, c'était aussi ça fait toute une histoire. Donc, il fallait essayer de ressortir le manuscrit pour que l'auteur puisse le corriger. Donc, vous imaginez, c'était vraiment... Enfin, c'était autre chose que de la publication aujourd'hui. On a perdu Laurence? Oui. Non, c'est oui. Bon. Pardon. Donc voilà, donc pendant ce temps-là, il y a eu cette collection qui s'appelle la collection des Cahiers du Rhône, qui a été créée à la Baconnière et qui a accueilli justement tous ces poètes, c'était principalement de la poésie, mais pas seulement, tous ces transfuges en fait de France. Donc on a eu en effet en première publication Les yeux d'Elsa d'Aragon, pour les plus connus, il y a eu plusieurs recueils de poésie de Supervielle, il y a eu aussi Liberté d'Éluard,
qui a été publié en première édition à La Baconnière. C'était très particulier, hein, Liberté des Luards. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce poème qui en fait est une espèce de rengaine où il dit sur les blablabla, blablabla, j'ai écrit ton nom, sur... C'est un très beau poème. Et il a été publié, je pense, dans une vingtaine de maisons d'édition, en fait, pendant cette même année, mais dont La Baconnière. Et voilà, donc c'était vraiment enfin, une période très, très riche, avec une quarantaine de publications par an, sachant qu'il fallait aussi faire avec la censure, parce que même si en Suisse, la Suisse était neutre, il y avait quand même une censure et il y avait toujours cette question de savoir, en fait, tous les livres étaient soumis à cette censure suisse qui considérait la chose, c'est-à-dire par rapport évidemment aux Allemands, est-ce que oui ou non, si on publie ça, ça met la Suisse en danger? Et par rapport à ça, évidemment, il y avait des délais de réponse assez importants. Et de temps en temps, La Baconnière a décidé de publier des livres, même si ils étaient censurés en Suisse. Donc ça, c'était encore un niveau supplémentaire. En fait, il y avait aussi une censure en Suisse. Donc voilà, ça c'était un peu pour l'histoire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et après cette Deuxième Guerre mondiale, un certain nombre d'auteurs et de textes sont partis, évidemment. Je veux dire, La Baconnière était quand même une petite maison d'édition suisse, très peu diffusée en France. Il n'y avait que des réseaux en fait, personnels de diffusion. Donc, il y a certains textes qui sont des grands textes comme Les Yeux d'Elsa, par exemple, qui ont été repris par Gallimard. Et La Baconnière a perdu un certain nombre, évidemment, de textes et d'auteurs. Mais il y en a d'autres qui sont restés très fidèles, et notamment, par exemple, Superbelle, qui a continué à publier certaines choses à La Baconnière, même après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu toute cette ouverture à l'école de Genève et à la critique littéraire. Et donc, du coup, ça a été une autre partie de La Baconnière qui était très importante, où ils ont publié enfin, des textes absolument remarquables, sachant que les essais littéraires à cette époque, parce que je vois ça sur les contrats, ils étaient tirés à 2000 exemplaires, 2500 exemplaires. Pour vous dire, aujourd'hui, on les tire à 400, 500 et encore, on trouve que c'est beaucoup. Donc, c'était vraiment toute une autre époque. Et puis, La Baconnière était donc une maison généraliste. Donc, ils ont publié énormément de choses, des beaux livres, des livres pour enfants, justement beaucoup d'essais quand même, des essais historiques, politiques, beaucoup de choses sur la Suisse. Et puis, il y avait aussi un petit pan romanesque. Mais alors ça, c'est pas pour dire du mal de son fondateur, Hermann Hauser, mais il y a beaucoup de très mauvaises choses. C'était plutôt un peu une littérature locale, bon, pas terrible. Donc voilà, c'était une des 4 très grandes maisons d'édition en Suisse romande. On les appelait les mousquetaires, en fait. Et donc, il y avait Skira, Mermot, le nom du troisième m'échappe, mais ça me reviendra, et La Baconnière. Et donc, du coup, voilà, c'était des gens qui avaient vraiment une influence assez importante sur l'histoire éditoriale en Suisse romande dans les années 60, 70, 80. Pour vous dire, par exemple, il y a des petites anecdotes, si je peux me permettre, enfin, que j'aime beaucoup. Et par exemple, quand La Baconnière a fêté donc, ses 30 ans, ce qui fait que c'était en 1957, ils ont fait un grand raout, un grand dîner chez eux. Et j'ai le programme avec le menu qui avait été édité justement à cette occasion. Et puis, après, il y avait voilà, une visite des vignes à côté qui était préparée. Et ce qui était assez génial, c'est qu'après, en fait, il y avait enfin,
tout était très libre, très laissé à lui-même. Donc, ceux qui voulaient, on peut aller se balader en bateau sur le lac. Certains sont même restés dormir. Ils ont mis des matelas par terre pour que les gens puissent dormir. Donc, il y avait tout un truc comme ça. En fait, on a l'impression que c'était une maison extrêmement stricte, très sérieuse, avec des grands intellectuels. Mais en fait, il y avait aussi tout ce côté merveilleux, enfin, très humain, très surprenant. Voilà, enfin, je pense que c'était vraiment une maison très vivante, en fait. Mais Hermann Hauser était aussi un homme très intéressant. À une époque, dans les années 60, où quand même les maisons d'édition prenaient parti des partis politiques assez forts, on trouve à la Baconnière des choses extrêmement diverses. Donc, il y a par exemple les mémoires du comte de Ciano, qui était le bras droit de Mussolini, hein, qui ont été publiés à, je crois que le premier tirage était à 15 000 exemplaires. Et puis, de l'autre côté, il a publié aussi, en Berdo, mais ça ne vous dira rien, c'était le journal du secrétaire du Parti communiste en Suisse. Donc, on a vraiment, enfin, c'était vraiment politiquement, il a beaucoup publié de choses sur la neutralité suisse. Ça a été très documenté. Il y avait vraiment énormément de volumes, enfin, des volumes complets sur ça. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui s'engageait à essayer de voir le document derrière l'histoire. Et de ça, je pense que c'est un homme très sérieux, très doux, très flegmatique aussi apparemment, mais qui n'était pas du tout un intellectuel et qui revendiquait le fait de ne pas être un intellectuel, qui était au service de. Et voilà, donc ça, c'était une très belle histoire, je trouve. Et sa fille a repris la maison à la mort de son père. Et puis, ça a été plus compliqué parce que dans les années 80-90, la vente d'essais a quand même beaucoup chuté. Elle n'a pas forcément pris les tournants qu'il fallait pour essayer de faire rentrer de la littérature. Donc, elle a eu des très gros problèmes financiers et elle a dû vendre la maison. Enfin, il y a un moment donné. Voilà. Et donc, voilà. Donc, moi, je l'ai reprise Elle a été en dormance pendant une vingtaine d'années. Et une maison en dormance, c'est une maison qui n'existe plus, en fait. Parce que les libraires ne la connaissent plus, donc ils n'ont plus de lecteurs. Il y a un certain nombre de personnes qui connaissaient encore, hein, et notamment justement les bibliothèques, enfin, d'autres éditeurs qui avaient des histoires assez parallèles. Je veux dire, tous les anciens éditeurs, même parisiens, même français, enfin, connaissent la Baconnière. Mais il y avait toute une nouvelle génération qui ne connaissait absolument pas cette maison. Et donc, il a fallu refaire tout un travail de réactivation d'une ancienne maison. Et ce n'est pas évident. C'est quelque chose, enfin, on peut vite se tromper. Ça a été très inquiétant pour moi au début. J'ai voulu le reprendre parce que, comme je travaillais donc, pour le groupe Médecine et Hygiène, je voyais ce qui se passait avec la Baconnière. Donc, je voyais qu'il y avait beaucoup moins de choses qui se passaient et que la Baconnière était petit à petit pillée. Donc, en fait, comme elle n'existait plus, il y avait plein de gens qui venaient demander des droits de reprise d'un certain nombre de titres. Et c'était moi qui devais gérer ça. Et en fait, j'avais toujours envie de garder ces droits. Ah, a été mise à niveau, pardon. J'avais toujours envie de garder ces droits, mais en même temps, c'était complètement ridicule parce qu'on n'en faisait rien. Donc, au fur et à mesure, quand même, je me disais que c'était dommage de laisser mourir cette maison. Et puis, il y a aussi le fait que c'est beaucoup... Enfin, je pense que c'est plus juste d'une certaine façon de reprendre quelque chose qui a déjà existé, qui a eu une identité, et d'essayer de faire avec cette identité tout en dirigeant à droite, à gauche quelque chose, que de recommencer de zéro quand on a la possibilité de le faire. C'est un peu comme le monde de la récupération. Enfin, pourquoi toujours recommencer de zéro alors qu'on peut reprendre des éléments et puis faire avec. Mais beaucoup de questions se posaient parce que c'est un catalogue qui a 1700 titres et comment valoriser ça? La plupart sont des essais extrêmement pointus sur une période donnée
qui documentait enfin toutes ces années-là, mais comment remettre ça à jour aujourd'hui, que faire de tout ça, comment redonner une identité, est-ce qu'on doit continuer dans la même chose, dans la même lignée ou pas, et ça a été quand même des grosses questions qu'on s'est posées. Donc on a fait quelques erreurs au début, hein, enfin du coup, enfin surtout moi en fait, mais c'est-à-dire que euh, j'ai essayé, j'ai tenté certaines choses et puis je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça, quoi. Donc par exemple, alors j'ai repris pour être un petit peu plus clair, j'ai repris ça donc en début 2012, hein, disons. Je continue à travailler pour Médecine Hygiène pendant un certain temps. Et, mais par contre, j'ai j'essayais de trouver déjà le meilleur diffuseur possible pour la Baconnière. Donc j'ai été voir plusieurs diffuseurs et puis finalement, j'ai vraiment pas tellement eu le choix. Il n'y en a qu'un seul qui m'a dit oui. Donc j'ai pris celui-là. Et comme par hasard, c'était les Belles Lettres. Évidemment, eux, ils connaissaient totalement déjà le catalogue de la Baconnière. C'était vraiment. Enfin, j'ai même pas eu besoin de leur raconter l'histoire de la Baconnière. Donc j'avais déjà trouvé un diffuseur, c'était pas mal. Et puis ensuite, il fallait savoir qu'est-ce qu'on allait réactiver, qu'est-ce qu'on allait laisser tomber. Donc voilà. Euh, j'ai décidé de réactiver une collection, qui était la collection Langage, donc la collection de critique littéraire. C'était une collection quand même vraiment importante. Et j'avais trouvé la bonne personne, qui était Daniel Sansu, pour la diriger. Donc, Daniel Sansu est un auteur publié chez José Corti, qui est spécialiste de la pneumatologie littéraire, que tout le monde connaît, n'est-ce pas? La pneumatologie littéraire, c'est lui qui a remis ce terme à la mode. Ça vient de pneuma, donc le souffle, et c'est la littérature sur les fantômes. Mais évidemment, c'est un grand spécialiste de ça, c'est un professeur d'université. Donc, c'est la littérature sur les fantômes dans tous les récits, 18e, 19e, c'est un 19e. Et il en fait plusieurs, enfin, vraiment des choses très différentes. Donc, il a fait des gros essais extrêmement documentés. Et il a aussi fait, par exemple, un journal chez nous, enfin, qu'on a publié nous, qui s'appelle le Journal d'un amateur de fantômes, où on le voit finalement chasser des fantômes absolument partout. Et il raconte, enfin, il voyage en essayant toujours de trouver dans chaque ville les fantômes qu'il peut y avoir. Et puis, il a aussi cette façon, c'est très drôle. Enfin, je vous raconte ça juste comme ça, comme anecdote, puisqu'on parle de ça. Mais j'aime beaucoup parce qu'il aime beaucoup la sérendipité et il a beau être extrêmement rationnel, professeur d'université, il s'en remet beaucoup au hasard heureux. Et par exemple, il a l'habitude d'aller chiner dans les brocantes, d'aller chiner les livres et de répondre à des questions qui se posent en prenant un livre au hasard. Et du coup, ça répond à ces problématiques. Selon ce qu'il va trouver, ça veut dire qu'il doit continuer dans tel sens, dans tel autre. Donc, c'est assez drôle. C'est vraiment, en fait, les gens sont très complexes finalement. On n'a pas, il n'y a pas toujours cet esprit de sérieux. Et ça, c'est très important pour nous. C'est très important de travailler avec des gens qui n'ont pas l'esprit de sérieux, qui connaissent bien la matière sur laquelle ils travaillent, mais qui ont quand même un humour, une distance, une façon de pouvoir quand même, justement, une autodérision. Et je pense que ça reste des choses très importantes. Et on a publié beaucoup de choses qui tournent autour de l'humour d'une façon ou d'une autre. Mais bon, bref. Donc ça, c'était la collection Langage. Donc Daniel Sansu s'est chargé de ça. Et on a publié des choses assez géniales. On a publié évidemment des professeurs d'université, 19e par exemple, sur l'histoire du réalisme, qui sont enfin, des sommes. Et je vous montre juste un livre. Voilà. Ça ressemble à ça, en fait. C'est très classique. Et ça, c'est le prochain qui va sortir, donc Steinmetz, sur les poètes qu'on appelle maudits. Et, et, et puis, on a publié, en fait, l'idée, c'est de ne pas être dans l'érudition pure. Donc, on n'est pas là pour publier, on n'est pas Drault, on n'est pas Honoré Champion, mais on n'est pas les classiques Garnier, justement. Et oui, je vois un petit commentaire, oh là là, ce titre. Ouais,
c'est ça. Titre Mais incroyable. en plus, c'est vraiment, enfin, Steinmetz, c'est un des grands spécialistes justement de Maldoror, de Rimbaud, et c'est absolument génial. Ça se lit extrêmement facilement et ça regorge de choses tout à fait inconnues, enfin, en tout cas, comme moi, dont j'avais jamais entendu parler. Donc, c'est vraiment génial. Et, du coup, c'est, enfin, je sais plus où j'en étais. Cette collection-là, en fait, non, j'étais passée à autre chose. Mais Sur l'autre collection, oui. oui, oui, pardon. Donc, bref, donc en fait, l'idée, c'était avec la Baconnière de reprendre. Enfin, si on veut, aujourd'hui, il y a plein de types de maisons d'édition. Mais celles qui se construisent beaucoup aujourd'hui, c'est beaucoup des maisons d'édition qui sont liées à des associations, c'est-à-dire la forme associative. Donc, ça veut dire que plusieurs personnes euh, euh, se mettent ensemble, enfin évidemment associative, et surtout plusieurs personnes décident en fait. Il n'y a pas une seule personne qui, enfin il n'y a plus cette décision verticale. Mais par contre, je pense que c'est très intéressant et c'est très important qu'il puisse y avoir ce genre de maison d'édition parce que ça amène plein de choses très différentes dans une maison, ça amène enfin, des goûts différents, ce qui permet de ne pas avoir une homogénéité. Et ça, je pense et je continue à croire que c'est très, très important. Mais moi, j'ai pris une forme plus ancienne, peut-être aussi parce que j'ai repris cette vieille maison d'édition et puis parce que j'ai tout simplement une formation enfin, mentale, sans doute un peu plus classique. Et donc, la forme plus ancienne de ça, c'est de prendre des directeurs de collection. Alors, ça marche plus ou moins bien, hein, je dois avouer. Les directeurs de collection, c'est pas évident. Hein, c'est là que je me suis rendu compte que quand même, enfin, ouais, il faut savoir avec qui on travaille et puis surtout, il faut connaître toutes les problématiques des directeurs de collection. Donc, avec Daniel Sansu pour la nouvelle collection langage, ça marche extrêmement bien parce que c'est un universitaire, il sait très bien ce qu'il fait. Donc, lui, il sélectionne les textes ensemble et puis après, il les corrige, on suit tout le processus de fabrication ensemble et c'est moi qui m'occupe de la promotion. Donc, ça marche extrêmement bien. On publie 2 titres par an. Donc, là, ça fait 7 ans, ouais, on est à 12, 13 titres, je crois. Et enfin, c'est une collection géniale. Après, j'en ai 2 autres qui ont été un petit peu plus compliquées. Donc, il y a la collection 80 Mondes, qui est une collection dirigée par David Colomb, qui est un journaliste écrivain aussi, journaliste à la RTS, donc c'est la radio-télévision suisse, et qui a une très belle émission de radio qui s'appelle Le Lab, de création radiophonique. Et lui, il connaît beaucoup de monde, il s'intéresse à beaucoup de choses. Et on voulait faire cette collection, donc 80 mondes, c'était 80 livres pour faire le tour du monde. Donc la collection était déterminée, il y aurait 80 livres, et puis on partirait un peu, justement, l'idée c'était vraiment de parcourir le monde avec des traductions ou des auteurs d'ici, mais liés plus ou moins au voyage. Et là, c'est un peu plus compliqué parce que David Collat adore choisir des tas d'auteurs. Par contre, après, quand il faut travailler, il n'a plus trop le temps tout d'un coup. Donc déjà, mais bon, on s'entend très bien, donc ça se passe très bien. Je dois dire que c'est quand même une très jolie collection. Attendez, je suis pas sûre, mince, je suis pas sûre d'en avoir pris sous la main, c'est malin. Et on a publié Et des pavés. Hein. vous en êtes à combien justement d'ouvrages dans cette collection? Alors, pas beaucoup en fait. On est Ah, au numéro 8. On publie vraiment épisodiquement. On a encore du long chemin à faire, mais on va y arriver. Hein. Et, et puis, on a publié des très courts textes. On a commencé par un texte de Claudio Magris, magnifique, qui s'appelle O Conde. Et c'est une petite nouvelle d'un pêcheur de mort dans la rivière qui s'appelle le Douro. Donc
au Portugal. Et ce pêcheur de mort, en fait, étant donné son métier terrible quand même, cette espèce de responsabilité terrible de voir repêcher quelque chose, enfin, qui dans ces fleuves, ce sont les suicidés, évidemment. Hein. Et donc, il va faire tout son récit, raconter sa vie à une journaliste en utilisant le nous. Parce que c'est une façon justement de se dédouaner, d'être un corps beaucoup plus grand. Et c'est tellement touchant, c'est absolument magnifique. C'est extrêmement court, hein, mais c'est un récit absolument magnifique. Sinon, les droits avec Claudio Magris, ça a été un peu plus compliqué. Hein, mais on a acheté des droits pour faire aussi un texte critique sur toute son œuvre. Génial. La critique littéraire nous intéresse beaucoup. Hein, donc, on voulait absolument publier ça, peut-être ensemble même. Et puis, il y a eu des problèmes parce que ce texte critique avait été traduit par un autre traducteur que les traducteurs habituels de Claudio Magris, qui sont les pastoraux. Et ces pastoraux ont fait des problèmes en disant « Mais non, nous, on ne veut pas que quelqu'un d'autre traduise l'œuvre de Claudio Magris, même si c'est une œuvre critique, donc qui n'est pas forcément enfin, dans ses œuvres de voyage ou je ne sais pas très bien comment les appeler, enfin, ces récits habituels. » Et donc, même si on avait acheté les droits de cet essai, en fait, on n'a pas eu le droit de le publier. Finalement, ils sont revenus sur leur décision. Donc, ça a été sympa. Donc, voilà, j'ai toujours ce texte quelque part. Peut-être qu'un jour, je ferai un grand procès retentissant et je pourrai publier ces textes, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on a commencé comme ça. Et puis, par exemple, enfin, je vous en cite un autre seulement, hein, je ne vais pas tout vous citer quand même. C'est le deuxième récit sur l'Europe de Mark Twain. Alors, c'est énorme, hein, et c'est à mourir de rire, c'est absolument génial. Déjà, rien que la première page, il commence en disant le voyageur ne peut être un vrai voyageur intègre qu'en marchant et traversant les pays à pied. J'ai donc pris le train à 18h30. Donc, déjà, on commence bien. Et c'est vraiment extraordinaire. Il traverse donc l'Allemagne, toute la Suisse et un bout de la France. Et il revient sur l'Italie, en fait. Donc les Alpes, évidemment, vous avez compris. Et bon, c'est un pavé, ça c'est vraiment... qui s'appelle A Tramp Abroad, un vagabond à l'étranger. Et c'est aussi, donc c'est un récit plus tardif. Hein. Le premier récit essai de Mark Twain sur l'Europe, c'est An Innocent Abroad, donc Les Innocents à l'étranger. Et ça a été publié, je crois en français, ça a été publié par, oula, tout d'un coup, je ne sais plus, mais ça a été publié et par une grande maison d'édition. Et, et, et ce qui fait que, enfin, c'est le premier récit sur l'Europe et on voit un regard assez naïf, assez jeune, assez tendre en fait sur le voyage, sur l'Europe. C'était évidemment, hein, on parle du 19e, donc c'est ces Américains qui venaient faire des grands voyages culturels en Europe. Et ça a été, enfin c'était la jeunesse de Mark Twain, donc c'est très beau, c'est très drôle aussi, hein, c'est toujours très drôle Mark Twain, hein, mais il y a beaucoup plus de naïveté, beaucoup plus justement de tendresse. 20 ans après, donc celui qu'on a publié, A Tramp Abroad, il est beaucoup plus dur, il est beaucoup plus ironique. Et ce qui fait que il a un regard très dur sur, et ça c'est quand même extraordinaire, le voyage de masse. Donc, ils se moquent des Américains à l'étranger qui sont là en train de cocher les lieux qu'ils ont vus et qui n'ont rien à dire, qui connaissent rien. Enfin, et on voit qu'il y a toute cette critique du voyage de masse qui commence à se mettre en place, en fait, notamment dans les Alpes. Et bref, donc ça, j'ai trouvé que c'était assez génial. Donc, voilà, ça, c'est pour la collection 80 mondes. Et ce qui fait qu'on a encore une collection qui est la collection Hippolyte Virag. Alors, la collection Hippolyte Virag, c'est la collection la plus compliquée parce que moi, j'ai été très touchée et très intéressée par la littérature hongroise. J'ai fait à l'université, avant de faire ma spécialisation en édition,
je me suis intéressée à un poète hongrois magnifique qui s'appelle Attila József, József Attila. Eux, ils mettent le nom de famille avant le prénom. Et, et je pense que enfin, ça a été vraiment une porte d'entrée pour moi dans la littérature hongroise. Comme j'ai travaillé dessus parce que j'ai fait un master dessus, j'ai dû justement connaître un peu mieux la littérature hongroise du début du XXe siècle, qui est très très riche, extrêmement riche, dont on connaissait presque rien, enfin, et on continue à avoir peu de choses par rapport à tout ce qui existe publié en français. Donc moi, j'ai eu accès que aux choses traduites en français. Hein. J'ai fait 2 ans de cours langue et civilisation hongroise. Alors, j'ai gardé le côté civilisation, langue, un peu moins, hein. Mais au moins, ça me permettait de comprendre la grammaire pour voir un peu dans les livres bilingues, un peu comme la construction, en tout cas, de la poésie d'Attila József. Mais ben, par exemple, Attila József était un auteur qui a parlé de la fable communiste fasciste dans les années 10, 15. Donc, c'était vraiment un précurseur de la vision du communisme. Enfin, il ne s'est pas du tout laissé avoir par ça. Mais c'était un destin très tragique. Il a fini par se suicider. C'était une personnalité très bouleversante. Et du coup, pendant que j'étais en train de faire ça, j'ai décidé de faire un stage chez Ibolia Vérag, qui elle-même avait sa maison d'édition à l'époque. Elle, c'est une Hongroise, donc, qui est venue dans les années 60. Non, pas du tout. Oui, elle est venue par l'émigration de 58, je pense. Oui, oui. Elle est venue par l'émigration de 58, donc la fameuse année, évidemment, où tout le monde a fui la Hongrie. Et elle a fait tout un parcours, en fait, en France, assez important. Elle a eu le titre de gloire de Madame Hongrie dans un article du Monde. Et elle a amené notamment Sándor Márai, que vous connaissez certainement, enfin, sans doute, si vous connaissez un tout petit peu de littérature hongroise, c'est vraiment l'auteur le plus connu. C'est lui qui a écrit Les Braises, par exemple, qui est son livre le plus connu, et qui est un très bel auteur. Hein. Et qui aujourd'hui est traduit dans le monde entier. Et juste pour une petite histoire, je ne sais pas si vous connaissez un tout petit peu le principe des droits, c'est un éditeur, quand il traduit en fait quelqu'un, il peut acheter soit les droits de traduction uniquement, donc je le traduis en français, j'achète les droits en français, soit il peut acheter les droits mondiaux. Donc c'est lui qui va gérer tous les droits du monde entier par rapport à ça. Et puis à l'époque, donc Ibolia Vérag travaillait chez Albin Michel. Et elle a conseillé à Albin Michel d'acheter les droits mondiaux de Sándor Márai. Et Albin Michel a rechigné, il a dit non, non, mais c'est trop cher, on va seulement acheter en français. Et finalement, ce sont des Italiens qui ont acheté les droits mondiaux et ça a sauvé leur maison d'édition parce que Sándor Márai s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires dans le monde entier. Donc voilà. Je suis désolée, je vois qu'il y a plein de commentaires. Hein. Je ne sais pas si je dois lire les choses. Non, 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 pas besoin. Pas besoin. Vous me Non, non, dites. Hein, on disait justement que vous aviez déjà répondu à beaucoup de nos questions. Ah bon, bah, je suis désolée. Vous êtes passionnante, Laurence. Christelle, c'est à toi. Allô? Oui, oui. Donc j'ai une question notamment concernant l'arrivée des manuscrits ou si vous faites justement des commandes. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez plus des commandes pour ce qui est essai? Est-ce que vous laissez ça dans les mains des directeurs de collection ou est-ce qu'au contraire, vous avez toujours des manuscrits spontanés que vous étudiez? Oui, alors ça, c'est toujours une très grande question et très importante question pour une maison d'édition. C'est peut-être la base, en fait, de tout ce qui est. Parce que on a plein de façons différentes, en fait, d'aborder la chose. Et je pense que plus on multiplie les façons d'obtenir des manuscrits, plus on a de chance, justement, d'avoir des choses intéressantes. Nous, on passe, alors évidemment, par les directeurs de collection, mais il faut savoir que le directeur de collection, bah, par exemple, la collection Langage, il va à la fois recevoir certaines propositions et commander des textes. Donc, il connaît certains auteurs et il va aller leur dire, ben voilà, tu n'as pas un texte dans un tiroir pour moi. Et ça se passe aussi comme ça. Après, il y a évidemment toutes les traductions. On fait beaucoup de traductions à la Baconnière. Donc ça, ce sont
en fait, on travaille pour les traductions, on travaille beaucoup par cercle concentrique. Donc, ça veut dire que nous, on connaît certaines choses. Je travaille beaucoup avec mon compagnon qui est italien et qui propose pas mal de choses et qui du coup connaît bien la littérature italienne, mais aussi des choses traduites en italien qui ne le sont pas en français. Donc souvent, quand on essaye de trouver des choses, on arrive à lire lui l'italien, moi l'anglais, le français, enfin bon, on se débrouille, on a quand même pas mal de langues. Et ce qui fait que on cherche beaucoup nous aussi. On essaie de regarder. Il y a aussi des choses qui sont évidentes parce que ce sont des auteurs qui en appellent d'autres. Dans leur œuvre, ils ont parlé de certaines choses et donc, du coup, on va publier ces autres textes. On aime beaucoup, en fait, les correspondances, que ce soit une certaine logique, justement, d'auteurs qui se parlent. Mais à part ça, on a évidemment un domaine francophone et là, ce sont des textes qui arrivent de différentes façons. Alors, on n'a pas énormément par rapport à d'autres éditeurs, justement parce que comme on est une maison généraliste, on ne publie pas tant de textes francophones que ça. Mais on a un certain nombre de textes qui arrivent et qui sont, alors, soit par des biais de connaissances, évidemment, donc des connaissances de connaissances de connaissances. Il y en a beaucoup à qui on dit non, ça pose d'ailleurs souvent des problèmes, hein, c'est horrible. Mais on dit énormément non, c'est horrible aussi, mais comme on publie très peu d'auteurs francophones chaque année, on publie une quinzaine de textes par an. Et on publie très peu. Et puis, on doit suivre les auteurs qu'on a déjà, parce que ça, on a vraiment une politique d'auteur, donc on souhaite les suivre. Ce qui fait que les textes qui arrivent par la poste, en fait, ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est ceux qui connaissent déjà vraiment la maison. C'est-à-dire qu'ils savent pourquoi ils envoient là. Donc souvent, dans leur lettre de motivation, ils disent, ben voilà, il y a tel et tel auteur que j'ai lu chez vous, il m'a parlé pour telle et telle raison, et je pense que ce manuscrit peut vous intéresser. Ça, c'est sûr que si j'ai une lettre de motivation comme ça, je vais lire absolument tout le texte. Parce que ça veut dire que c'est quelqu'un, non pas parce que ça me flatte, mais parce que c'est quelqu'un qui a pris la peine de connaître la maison et qui sait très exactement pourquoi. Et qui, en effet, peut m'intéresser. Et d'ailleurs, ça a marché une ou deux fois. C'est vraiment, justement, c'est souvent des correspondances intéressantes. Et puis, il y a aussi, enfin, on prend des stagiaires régulièrement, que je traite beaucoup mieux que la façon dont moi j'ai été traitée, justement. Et ces stagiaires lisent pour la moitié du temps, ils lisent les manuscrits qui arrivent. Alors évidemment, c'est très dangereux. Il y a certaines maisons d'édition qui mettent toute la décision sur les stagiaires. Je ne citerai pas qui, mais c'est assez connu dans le milieu. Il y a certaines maisons d'édition, vraiment, enfin, il n'y a que les stagiaires qui les lisent. Et puis, tout dépend de votre stagiaire, parce que il y en a qui ont des goûts très différents. Enfin, et puis, en plus, il est stagiaire, il arrive, il ne connaît pas la maison, donc c'est quand même un peu compliqué. Donc, ce que fait le stagiaire, en général, c'est éliminer tous ceux qui sont éliminables d'office. Parce qu'il y a plein de gens qui envoient des manuscrits à tout le monde sans même réfléchir. Donc, je sais pas, il y a des manuscrits pour la jeunesse qui nous arrivent, évidemment. Je ne sais pas comment vous dire, on ne va pas les publier. On ne publie pas de livres jeunesse. Et, ou alors des choses complètement incongrues. Enfin, il y a des choses extrêmement mal écrites et ça se voit à la première page. Donc, il y a beaucoup de manuscrits qui s'éliminent comme ça. L'horreur, c'est quand on a publié un peu de poésie, on reçoit énormément de manuscrits de poésie. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui pensent que la poésie, c'est le truc le plus facile à écrire parce que c'est court. Et c'est vraiment… Alors que ça devrait être absolument le contraire. C'est-à-dire que la poésie est la synthèse de quelque chose d'énorme derrière. Mais pour eux, oui, mais c'est facile, on écrit un petit recueil de poèmes. Donc, je me souviens encore de ce texte. Justement de poésie où il y avait absolument, dans la première page, il y avait lune, étoile, émerveillement, enfin tous les mots poétiques auxquels elle avait pu penser, qui étaient mis bout à bout. Et vraiment, enfin, bref. Donc, on a aussi ça, on a aussi ces manuscrits de poésie. Ça, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'évidemment, mis à part le premier… la première décision qui est justement ceux qui vraiment ont vraiment rien à dire. Mais après, c'est très difficile de juger la poésie.
Donc, j'ai décidé de répondre en général non à la poésie parce que je ne me sens pas capable d'avoir un vrai jugement sur la poésie par rapport à une publication. Ce qui fait qu'on ne publie que des choses qu'on connaît, des republications, des choses, des traductions, des choses comme ça. Et puis, par rapport aux essais, aux autres essais, parce qu'en effet, on publie beaucoup d'essais, notamment, je vous montre. Par exemple, on a publié ça, Urod, qui veut dire monstre en russe. Et c'est toute une somme absolument géniale parce qu'on traverse toute l'histoire de la Russie et des monstres en Russie. Et donc, du coup, vous voyez, on a un cahier en fait, d'images. Et en fait, évidemment, ça reprend toute l'histoire des monstres telle qu'on la connaît aussi nous. Donc, par exemple, ça, ce sont des gens en général qui connaissent la Baconnière et qui viennent me voir, avec lesquels on discute et qui… Les essais, c'est rare que ce soit des choses qui arrivent par la poste. C'est en général plutôt des gens qu'on connaît. Il faut savoir que, en fait, bon, en Suisse, c'est assez petit quand même, hein, le monde suisse roman de la culture, ce qui fait que on connaît quand même plus ou moins tout le monde, dans le sens qu'il peut toujours y avoir un nouvel auteur. Mais si on s'intéresse à la littérature d'une façon ou d'une autre, il y a toujours un moment où on rencontre ces gens. Je veux dire, c'est dans les différents événements, les festivals, à moins que ce soit vraiment des ours qui aient envie de rester dans leur caverne, ce qui me convient aussi très bien, hein, mais en général, quand même, on voit de qui il s'agit. Et puis, par exemple, aussi, je vous cite Friction. Donc, c'est un livre assez génial, écrit par un libraire, qui était à la librairie du Rameau d'Or, et qui est sur les frictions. Je ne sais pas si vous reconnaissez qui sont les gens sur la couverture. Ah. Il y a plusieurs écrivains en même temps? Il y a un écrivain d'un côté et un musicien de l'autre. Eh bien, c'est Albert Orwell, Camus. non? Non. Ah non. Camus, je pense que je suis du bon côté là. Ouais, c'est et c'est le musicien des Cure, de The Cure, que vous connaissez aussi certainement. Voilà. Et bref, donc en fait, c'est le rapport entre littérature et musique. C'est absolument passionnant pour tous ceux qui s'intéressent un tout petit peu à la musique. C'est-à-dire, qu'est-ce que les musiciens, pendant 20 ans, ont fait de la littérature. Donc, il y a différents auteurs. Il y a évidemment Camus, il y a Sylvia Plath, il y a Oscar Wilde, il y a Lautréamont, il y a Genet. Et il y a pas mal de choses comme ça. Et en fait, qu'est-ce que dans les années 80-90, qui était là où il y avait quand même une certaine effervescence de la culture très vivante, du coup, comment ils se sont emparés de cette littérature. Donc voilà, par exemple, enfin, ça c'est des essayistes justement d'ici qu'on publie. Karine? Ouais. Autre question, ouais. Karine? Active le micro. Pardon. Voilà. Tout d'abord, merci parce que franchement, je ne connaissais pas du tout votre maison d'édition et j'ai un petit peu lu en fait votre histoire et tout ça. Et il y avait un mot qui m'avait vraiment attiré l'attention, c'était dépaysement littéraire. Et en fait, j'ai vraiment l'impression d'être en plein dedans avec cette rencontre ce matin. Vous êtes vraiment passionnante. Et du coup, je vais rebondir sur ce que vous venez de nous montrer, la couverture. Et j'ai un attachement particulier au graphisme, aux couvertures, et j'ai remarqué quand même que vos couvertures étaient bien sympathiques. Et je voulais savoir comment vous faisiez. Est-ce que c'est vous qui décidiez du graphisme? Comment vous êtes organisé? Et comment vous avez réussi effectivement à donner une teinte à chaque collection? C'est-à-dire qu'on retrouve vraiment des images du graphisme et ça nous permet de reconnaître la collection. Voilà. Parce que Laurence a bien choisi son compagnon. Voilà, exactement. Vous avez bien lu les choses. C'est exactement ça. Donc, évidemment, ça me fait très plaisir de parler de ça, d'autant plus que c'est quelque chose de personnel. C'est en effet mon compagnon, donc Marco Saccaperni, qui
qui fait tout le graphisme de La Baconnière depuis le début. Alors lui aussi, hein, il a fait des erreurs de temps en temps. Il y a des livres, il ne peut plus les voir, il faut les cacher sous le tapis. Mais par contre, il y a plein de choses sur lesquelles, justement, il a travaillé absolument remarquablement. Et l'idée, alors je rebondis sur la question des collections. Les collections, c'est très important, en effet, d'essayer d'avoir une certaine identité. Et cette identité-là, ça peut être aussi un peu un piège, hein, parce que quand on prend une décision graphique 5-6 ans avant, il faut la tenir. Et de temps en temps, c'est pas… Enfin, on a peut-être changé, on a changé d'idée, d'avis, de goût, donc c'est pas si simple que ça. Mais c'est vrai que, par exemple, la collection Hippolyte Virag, voilà. Alors là, on voit justement, c'était l'idée de faire découvrir la tête de l'auteur, hein, et puis enfin, toujours très coloré. On tient absolument à avoir ce côté très coloré. Après, il faut voir que bon, la collection Hippolyte Virag, je finirai pas l'histoire, et tant mieux, parce que ça finit par mal se passer. Donc, on a dû sortir certains titres en dehors de cette collection. Donc, par exemple, on a un Karel Čapek qu'on a publié par ailleurs, hein, vous voyez, dans la collection Hippolyte Virag. Et puis, en sortant de cette collection, soudain, on a été beaucoup plus libre. Et en effet, cette couverture est peut-être plus représentative de ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut voir qu'il y a une chose assez particulière. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose sur ces couvertures. Peut-être que là, ça se voit encore plus. C'est qu'il n'y a pas le nom de la maison d'édition. En fait, il est derrière. Donc, soit comme ça, juste avec édition La Baconnière, soit comme ça, en plus gros. Ça dépend des fois. Et ça, c'est un vrai choix de notre part. L'idée, c'est qu'on laisse beaucoup la place aux auteurs. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas de faire œuvre avec une maison d'édition. Oui, on est là pour raconter, pour dire, mais pour nous, une maison d'édition, c'est vraiment une pluralité d'auteurs et de textes géniaux et d'identité. Donc, on va vraiment vers ça. On n'essaie pas d'amener les auteurs vers nous et donc, du coup, d'avoir quelque chose de totalement plat. C'est pour ça que tous les livres sont très différents. Vous avez vu, en fait. C'est vraiment… Enfin, il y a énormément de diversité. Je pense que le livre qui a été considéré comme le plus beau, c'est un livre très récent et qui a énormément plu. Et voilà, c'est sur Matti Nykänen. Et c'est vrai que c'est un très bel objet, en fait. Donc là, on est extrêmement… Je l'ai chroniqué hier. Je l'ai Mais chroniqué non, hier sur mon compte. Oui. tellement bien. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Oui, il est génial. Et puis, Alain Frodiger est un auteur donc, suisse très excellent, très fin, qui est tout dans justement une espèce de pince sans rire. Il a un esprit à la fois très simple, très direct, mais toujours avec des petites histoires à raconter de ci, de là. C'est un très bon auteur qu'on suit évidemment et qu'on partage d'ailleurs avec une autre maison d'édition, Elise Hélas. Ça, c'est aussi important en Suisse. On partage pas mal nos auteurs. On ne considère pas qu'un auteur nous appartient. Et c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Par exemple, lui, qui est un auteur que j'aime énormément, André Hornik, qui a écrit Hypertopie. C'est donc un scientifique parce qu'il est data scientist à la Confédération et il travaille sur les big data. C'est-à-dire qu'il se pose des questions, donc soit par des essais, soit par des romans, et il travaille toujours sur qu'est-ce que ça veut dire que vivre dans ce monde liquide et comment est-ce qu'on peut essayer d'y retrouver un sens. Comment remettre du sens dans ce monde où finalement tout est disponible, tout est à portée de main. Et il a un esprit assez complexe, hein, donc il part plutôt par la philosophie, mais grâce à ses romans aussi, il est quand même assez disponible. Même moi, il faut de temps en temps que je lise plusieurs fois ces textes pour vraiment bien les saisir, mais c'est une pensée extrêmement lucide et extrêmement profonde sur une des grandes questions d'aujourd'hui, en fait.
Et lui, par exemple, il travaille, ça c'est intéressant, à la bibliothèque de Berne, donc la Bibliothèque nationale, et il doit valoriser, donc faire quelque chose de tout un secteur de scan, de documents scannés qu'ils ont des années 40-50. Et évidemment, toutes les bibliothèques ont ça, ils ont énormément de documents scannés, puis en fait, ils ne savent pas quoi en faire. C'est juste là, alors à disposition évidemment des chercheurs, des choses, mais finalement, ils n'animent pas du tout ça. Donc lui, il a une de ses tâches, c'est d'animer cet ensemble de lettres. Et donc, il a créé, par exemple, des algorithmes pour essayer de voir dans les lettres des ambassadeurs pendant la Deuxième Guerre mondiale, quelles étaient les émotions les plus saillantes de chacune de ces lettres. Donc, il a créé cet algorithme qui permet de passer dans toutes les lettres et voir quels sont les mots les plus répétés, les mots liés à des émotions, par exemple. Enfin. Mais du coup, je pense que c'est essayer de redonner du sens à quelque chose qui est un énorme amas d'informations. Et il fait ça aussi dans son œuvre. Et du coup, voilà, je ne sais pas si vous voulez que je parle d'autre chose. Enfin, autrement, je continue mon petit train. Mais, c'est Naomi avait une question. Bonjour Laurence. Alors, j'ai une question concernant la collection Langage. Donc, oui. C'est une collection qui m'a beaucoup plu. J'en ai déjà commandé un certain nombre et je souhaitais savoir comment faites-vous pour promouvoir en fait les livres qui figurent dans ce catalogue, dans la mesure où ce sont majoritairement des essais littéraires ciblés soit sur une thématique bien précise, sur un siècle ou sur un auteur en particulier, et qui s'adressent finalement à des personnes ayant déjà peut-être un goût ou une appétence pour ces sujets-là. Donc, est-ce que ce n'est pas finalement difficile de trouver un public pour ces ouvrages-là? Comment se passe la promotion de cette collection en particulier? Je vous remercie de poser cette question. Je vous remercie de poser cette question très précise. C'est très intéressant parce que c'est justement une des choses très difficiles. La collection, c'est ce que j'étais en train de dire après avoir perdu le fil de ce que je racontais. La collection, en fait, Langage est une collection qui justement n'est pas d'érudition pure, donc elle n'est pas académique purement. Il y a certains titres académiques, comme je vous disais, par exemple, Philippe Hamon, c'est un grand spécialiste 19e du réalisme. Et donc, du coup, son livre est un livre assez académique par rapport à ça. Mais l'idée, c'est que on fasse quand même un entre-deux. C'est la fameuse bibliothèque de l'honnête homme, c'est-à-dire cet entre-deux en fait entre une publication très référencée et une publication qui peut être perçue par un grand public, enfin un public un peu motivé évidemment, mais donc, tout se joue dans l'écriture, dans la façon de présenter, dans la lourdeur. On a refusé pas mal de manuscrits parce que justement, c'était des manuscrits trop académiques, trop lourds, des démonstrations. En général, ce sont des gens qui maîtrisent parfaitement leur sujet et qui n'ont pas besoin de faire toute la démonstration qui précède leur conclusion. Et ça, c'est assez important. Mais alors, pour la promotion proprement dite, c'est extrêmement difficile de faire la promotion de ce genre de choses parce qu'on fait la promotion évidemment auprès des bibliothèques d'université, mais ces bibliothèques d'université ne sont pas déjà, c'est extrêmement difficile d'y rentrer aujourd'hui parce que les livres doivent être commandés par les professeurs. Donc en fait, tout passe par les professeurs désormais. Il n'y a plus de bibliothécaires dans les bibliothèques d'université et ce qui fait que si le professeur ne travaille pas avec ce bouquin-là, il s'en fiche complètement et personne ne va nous commander ce livre. Donc, il faut passer justement par une reconnaissance de ces professeurs. Donc, par exemple, une des choses qu'on fait, c'est d'être sur Fabula. Fabula, c'est un site très important justement dans la critique littéraire et qui est très suivi par tous les professeurs universitaires. Donc, il y a la façon d'être dans certaines publications
académiques qui sont très lus et très reconnus. En fait, ça, c'est une des façons de faire de la promotion, parce qu'on doit toucher les professeurs. Et puis, l'autre façon, c'est évidemment en librairie, mais ça prend beaucoup de temps et c'est très, très compliqué de faire accepter aux libraires que ce sont quand même des livres qui peuvent véritablement intéresser. C'est absolument génial. Par exemple, Jean-François Louët, Le cynisme en littérature, c'est un livre, mais passionnant, qui se lit comme on lirait un roman. Il passe sur une famille d'auteurs qui créent, c'est ce qu'il appelle les chiens de plume, et ce sont des auteurs qui, au début du XXe siècle, ont parlé à la fois du cynisme par le biais ou en utilisant d'une façon ou d'une autre des chiens. Donc c'est un regard qui n'est pas humain, justement. Et donc, du coup, il va recontextualiser tous les textes dont il parle, et c'est génial, c'est vraiment génial. En plus, il a une écriture limpide, d'une beauté extraordinaire. Donc, je veux dire, n'importe qui peut lire ça. Enfin, évidemment, il faut être un tout petit peu intéressé par l'histoire littéraire et puis connaître quand même quelques jalons, hein, parce que je pense que si on connaît absolument rien, c'est pas possible. Mais donc, il pourrait y avoir ça. Mais en librairie, c'est très difficile. Alors, une des choses qu'on a faites pour cette collection, c'est de publier des auteurs beaucoup plus connus. Donc, par exemple, on a publié Chevillard, Éric Chevillard, et ses chroniques dans le monde des livres. Donc, on les a rassemblés en recueil et voilà, on a publié ça. Alors ça a très bien marché, évidemment. Donc, ce qui fait que ça nous a un peu plus ouvert la porte des libraires. Mais c'est très long, en fait, comme chemin. Et voilà, donc c'est un peu… On n'a pas encore de solution miracle, mais voilà, je pense que de toute façon, il n'y a jamais de solution miracle dans l'édition. C'est toujours des mini-pas, en fait. On avance petit pas par petit pas, il ne faut surtout pas être pressé. À propos des chroniques, justement, du monde des livres de Chevillard, j'avais une question qui peut paraître toute bête, mais comment vous est venue cette idée? Parce que je trouve que c'est vraiment une idée de génie, donc j'aimerais savoir quelle est l'histoire, en fait, de la publication de ce recueil. Alors, c'est génial. C'était… moi, je suis ravie déjà que vous ayez bien aimé. Hein. Elles sont géniales, ces chroniques. Elles sont tellement drôles. Elles sont vraiment absolument délicieuses. Moi, j'aime beaucoup Chevillard. Hein. C'est un auteur que je suis, dont j'ai lu presque tous les livres. Et du coup, il était en présentation. Enfin, il venait présenter… je sais plus quel… Je crois que c'était Prosper Brouillon. Le premier livre justement qu'il a écrit sur des auteurs grand public. C'était justement un livre lié à son travail de chroniqueur, hein, parce qu'il a pris plein de phrases de livres complètement nuls qu'il recevait, il les a mis bout à bout et il a créé un écrivain avec ça, qui s'appelle Prosper Brouillon. C'est hilarant. Et puis ça dit beaucoup de choses sur justement la littérature un peu basique d'aujourd'hui. Enfin, disons, un peu colloquial, un peu général. Donc, il venait présenter ce livre au Rameau d'Or à Genève. Et puis, après, il y a comme toujours un petit apéritif. Et je discutais avec lui. Et puis, soudain, ça m'est venu comme ça. Je lui ai dit, mais finalement, vous allez faire quelque chose de ces chroniques? Il m'a dit, ben, je ne sais pas. Peut-être, il y a peut-être que j'aimerais les publier. Il y a un éditeur qui m'a demandé. Et je dis, mais moi aussi, je veux. Et puis je lui ai dit, mais j'ai la collection Langage, ça irait parfaitement. Donc je lui ai envoyé plein de livres de la collection Langage. Et puis on lui a écrit 3-4 mails. Et voilà, c'est génial. Il a dit oui, il était très content. Il est même venu défendre le livre en Suisse. Il a fait plusieurs lectures. Donc c'était vraiment chouette. Et c'est un homme délicieux, en plus, très gentil, très drôle. Quand je lui ai fait visiter Genève, la chose qu'il a préférée, c'était le cimetière des Rois. C'est un endroit assez génial. Mais oui, par exemple, enterrer Borges. Et donc, du coup, voilà, on s'est beaucoup amusé. Il a aussi beaucoup d'humour. Dans la vraie vie, je veux dire. Donc, voilà. Et justement, Laurence, je rebondis pas forcément sur ça, mais sur votre fond. J'ai vu qu'il y avait quand même plus de 1000 titres parus et que seulement 200-300 étaient encore disponibles. C'est bien ça? Alors, est-ce qu'il va y avoir j'ai cru comprendre qu'il allait y avoir une numérisation de certains titres, mais est-ce que c'est encore en cours? Comment ça se passe? Alors ça, c'est un énorme pan de la Baconnière.
La numérisation est partiellement faite, c'est-à-dire qu'au début, on voulait tout numériser. Il y a 1700 titres dans le catalogue. On voulait tout numériser, mais c'est un travail vraiment, vraiment monstrueux. Et puis, parce que le tout n'est pas seulement de numériser. Déjà, on n'a même pas un seul exemplaire de chacun des livres. Et puis, quand on a un exemplaire, donc c'est parce que l'histoire était un peu longue, et puis au fur et à mesure, ils se sont dit, bon, c'est pas nécessaire, on va pas donner tout le stock. Et donc, il y a certains livres, on ne les a absolument pas. Donc, moi, dès que quelqu'un m'appelle en me disant « Ah, il y a une vieille bibliothèque », parce que les Suisses suivaient beaucoup la Baconnière, donc il y a tous des personnes qui aujourd'hui décèdent, qui ont des pans entiers de leur librairie avec plein de livres de la Baconnière. Souvent, ils en ont plus que moi. Et donc, ils me proposent de venir chercher des livres de la Baconnière. Donc ça, c'est génial. J'essaie déjà de reconstituer l'ensemble des stocks de la Baconnière. C'est déjà un gros travail. Mais le problème aussi, c'est que souvent, on n'a qu'un seul exemplaire. Et quand on n'a qu'un seul exemplaire, on ne peut pas l'utiliser parce que pour numériser un livre, pour pas que ça coûte trop cher, il faut couper la tranche et ensuite, on n'a plus que les feuilles volantes et du coup, ça passe dans des machines et ça le numérise. Ça, c'est la seule façon pour avoir un coût à peu près honnête pour scanner notre livre. C'est souvent pas possible parce que justement on n'a qu'un seul exemplaire. Donc quand on en a deux ou trois, ça va, mais voilà, quand on en a qu'un, ça veut dire qu'il faut qu'on le mette à plat, qu'on le scanne, qu'on mette à plat, qu'on scanne. C'est un énorme travail. Et l'autre problématique de ça, c'est qu'une fois qu'on a tous ces fichiers, qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a plein de soucis en fait par rapport à ça. De un, est-ce qu'on en refait des PDF? Ça ne veut plus rien dire aujourd'hui un PDF. Personne n'en veut. Donc, il faut faire des livres numériques. Pour faire des livres numériques, il faut scanner tout le texte et remettre en page. Mais scanner tout le texte, ça veut dire qu'il faut relire tout. Parce qu'il n'y a aucun, ça s'appelle de l'OCR, hein, il n'y a aucun lecteur d'OCR qui est capable de lire correctement en fait, tout ça. Donc, il y a toujours des mots, un mot pour un autre, arbre devient orbre, donc ce genre de choses. Et ce qui fait qu'il y a une lecture nécessaire. Donc, lire 1700, enfin relire 1700 titres, c'est énorme. C'est vraiment, ça prend un temps fou qu'on n'a pas, tout simplement. Et puis, l'autre partie de la problématique, c'est que tous les contrats ayant été faits dans les années 60, 50, 60, 70, autant vous dire que personne n'a mis les livres numériques dans les contrats. Ce qui fait qu'on doit, parce que souvent les auteurs sont morts, donc on doit retrouver les ayants droit, ce qui n'est déjà pas une mince affaire, et ensuite leur demander s'ils sont d'accord qu'on publie leurs livres en numérique. Donc c'est en fait un travail titanesque. Mais Et est-ce que vous avez essayé une sorte de crowdfunding ou d'appel aux lecteurs de la Baconnière de se mobiliser et par exemple d'essayer d'en numériser un ou plusieurs et de relire les textes pour avoir justement ce fonds disponible au sein de la maison d'édition? Ça peut être, je ne sais pas si vous avez déjà essayé la chose. Ouais. C'est vrai que ça pourrait être une bonne idée. Alors, par rapport au crowdfunding, on a eu une petite bourse pour commencer cette numérisation et c'est comme ça qu'on s'est aperçu de tous ces problèmes. Cette bourse a été extrêmement rapidement parce que maintenant, on a au moins, il fallait déjà établir la liste de tous les livres. Donc, au moins maintenant, tout est très clair. Mais c'est vrai que ça pourrait être une très bonne idée par rapport à la relecture de proposer. Alors, je ne sais pas si ça marcherait, mais c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée d'essayer en fait. Je pense aujourd'hui qu'on ne va pas numériser les 1700 parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui seront des documents d'époque très suisses, très liés à Neuchâtel. Je pense que là, on n'a pas, on n'a pas non plus je pense qu'il faut cibler. Je pense qu'il faut cibler, mais je pense qu'avec les réseaux actuels, ça peut être une bonne idée. En tout cas, moi, je suis prêt à déjà en faire la promotion, mais surtout à en faire quelques-uns. Si ça peut vous aider, je suis prêt à en faire également. Voilà. Ça aide toujours. Mais surtout, en fait, là où j'adorerais avoir votre aide, c'est plutôt de savoir comment est-ce qu'on peut faire par rapport, pour essayer d'avoir une façon de faire par rapport au droit, en fait. Est-ce qu'on peut mettre un libellé en disant, ben voilà, on n'a pas retrouvé les ayants droit et du coup, si vous voulez, contactez-nous. Est-ce qu'on a le droit de faire ça ou est-ce qu'on est tout de suite, qu'on peut être poursuivi d'une façon ou d'une autre?
Bon, le livre numérique, a priori, on peut l'enlever, mais après, c'est vrai que ça se propage quand même extrêmement vite. Donc, on l'a quand même vendu. S'il y a des gens qui l'ont, ils peuvent le donner. Enfin, je ne sais pas. C'est vrai que c'est aussi des questions. Je ne pense pas que personne va venir nous embêter pour des textes. Mais on n'a pas le droit, en tant que maison d'édition, quand même, de faire des choses totalement hors loi, surtout à un aussi gros niveau. Soudain. Et le droit suisse est différent du droit français sur cette question-là ou pas? A priori, non. Mais ça devrait être quelque chose. Mais en fait, il faudrait vraiment que je regarde ça de beaucoup plus près, c'est vrai. Mais il y a aussi cette question-là. Donc, mais je suis d'accord, hein, c'est quelque chose qu'on n'abandonne pas du tout. Alors, on fait des rééditions de certains titres de La Baconnière, ce qui est déjà pas mal. Et puis, là, j'ai changé de diffuseur parce que le diffuseur que j'avais, donc les Belles Lettres, n'était pas tellement lié à la diffusion numérique. Et je suis allée chez un diffuseur qui s'appelle Harmonia Mundi, donc je commence l'année prochaine. Et chez Harmonia Mundi, ils ont tout un programme vraiment spécifique pour le livre numérique. Donc, ça a relancé la question parce que, en plus, on trouverait un débouché. Enfin. Disons, on pourrait les mettre quelque part, on pourrait les propager, parce que faire des livres numériques pour juste les mettre sur notre site, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment très utile, quoi. Faire tout cet énorme travail pour après juste avoir les bouquins en téléchargement sur notre site. Et donc, je pense que ça pourrait vraiment être bien. Mais oui, ce serait quelque chose à organiser, en fait. On n'abandonne pas du tout. Mais c'est juste qu'on est toujours un peu nez dans le guidon. Et voilà. Donc, mais c'est une grande question. Christelle? Ouais. Ok. Moi, j'aurais une question concernant justement le logo. On a vu le poisson donc derrière Anthony, mais il y a aussi ce symbole. Oui. C'est quoi l'histoire? Pourquoi le poisson? C'est chou. Magnifique. J'adore voir mes livres en vidéo tout d'un coup. Donc, alors, le logo que vous avez montré, donc celui-ci, c'est un logo très mystérieux, mais qu'on trouve très joli. Et c'est seulement le logo de la collection Langage. Donc, comme il avait un logo, évidemment, on l'a repris. Mais on ne sait pas du tout à quoi ça fait référence. On a cherché dans les archives. En fait, on n'a aucune idée. Donc, si jamais un jour, quelqu'un trouve, parce que peut-être que c'est un symbole de quelque chose d'ancien, donc on devrait le mettre absolument partout en disant « Mais est-ce que vous connaissez ça ?» Mais voilà. Et donc, du coup, le poisson, c'est parce que c'est un petit clin d'œil. Alors, c'est mon compagnon, toujours lui, qui a dessiné le poisson. Mais c'est parce que la Baconnière, c'est une tour à Boudry. Et c'est d'ailleurs très drôle parce que c'est une tour qui devait devenir château. Et en fait, ils n'ont pas eu les sous pour faire le château. Je trouve que comme maison d'édition, c'est génial, comme nom de maison. Et donc, du coup, cette tour s'appelle la Baconnière. Et sur les très anciens livres de la Baconnière, il y avait de temps en temps, quand il y avait une image, il y avait cette tour. Et nous, on habite dans un quartier à Genève qui s'appelle les Eaux Vives. Donc, on s'est dit, de la tour de Boudry aux Eaux Vives, bah voilà, on prend le poisson. C'est un poisson très générique, en fait. Donc, voilà. Gaëlle? Oui, alors tout d'abord, merci parce que vraiment, moi, je passe un samedi matin fabuleux. Je suis captivée par tout ce que vous nous dites et on sent la passion et ça se transmet. Moi, j'avais une question plus en rapport avec le papier en fait que vous utilisez. Est-ce que vous avez un choix particulier? Enfin voilà, comment vous travaillez cette partie-là du métier? Alors ça, j'adore comme question. Ça a été une très grosse question, le papier. C'est-à-dire qu'on a passé de papier affreux, atroces, des trucs où finalement ça n'allait pas du tout, à une certaine connaissance des choses. Alors, évidemment, il y a deux choses dans les papiers. Il y a les papiers de couverture et il y a les papiers intérieurs. Déjà, le papier intérieur, c'est un monde en soi. Moi, je déteste les papiers qui jaunissent. Donc, les papiers qui jaunissent, ce sont des papiers qui ont pas mal de bois. Et même si aujourd'hui, la plupart des papiers vous disent que c'est papier sans bois, je ne sais pas, ils jaunissent quand même. Donc, moi, je ne comprends pas forcément cette histoire. Je ne vois pas pourquoi est-ce que les livres qui étaient faits dans les années, justement jusque dans les années 80, ils jaunissent pas, et pourquoi aujourd'hui, dès qu'on publie un livre, il jaunit. Donc, ça, c'est déjà une première question.
Et puis ensuite, il y a toute la question justement de la blancheur du papier. Il y a des gens qui préfèrent les papiers très blancs. Il y a soit blanc, soit jaune, soit gris. C'est un peu ça les trois tendances en fait de possibilités de couleur de papier intérieur. Hein. Et puis, il y a deux grandes catégories dans les papiers. Ce sont les papiers bouffants. Les papiers bouffants, ils sont très légers et puis ils prennent beaucoup de place. Ou les papiers offset qui sont plus lourds, plus denses et qui sont meilleurs pour les illustrations. Comme nous, on met pas mal d'illustrations dans nos livres, on hésite toujours entre les deux. Mais la plupart des éditeurs prennent des papiers bouffants. Et c'est génial parce que du coup, on a un livre très léger, comme ça, moi j'adore. Hein. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu moche parce que il y a plein de petites choses qui sont pas révélées en fait si on prend une illustration avec un papier bouffant. Surtout quand on met de la couleur. Alors là, c'est carrément atroce. Mais voilà. Donc, c'est toujours cette question, est-ce que par rapport au poids, par rapport au type de papier, et on est passé aussi d'un très beau papier qui s'appelle le Z-Offset. Et ce Z-Offset, c'est un papier entre justement le papier bouffant et le papier offset. Et c'est un papier qui est un petit peu plus léger et qui a une teinte assez belle et qui permet voilà, d'avoir des illustrations aussi. Mais il reste quand même assez lourd. Et puis pour nos livres de texte, on n'utilise plus ça. Donc, pour l'instant, le papier qu'on utilise la plupart du temps, c'est le Munken Print, qui est un papier très, très, très beau hein, quand même. Hein. C'est un papier assez cher, mais qui est assez basique. Enfin, je veux dire, que beaucoup de gens utilisent. Mais on tient absolument à avoir des beaux papiers. Après, c'est vrai que c'est toute une recherche. C'est extrêmement compliqué. Puis en plus, à l'époque, les imprimeurs connaissaient vraiment bien leur papier. Aujourd'hui, on demande à un imprimeur des conseils, des choses. Il ne connaît plus rien. Il est incapable de nous dire si dans 2 ans, son papier sera jaune ou pas. Donc, voilà. Ça, c'est quand même des vraies questions. C'est des questions importantes. Hein. Le papier, ça fait tout dans un livre. Et puis après, les papiers de couverture, ça, c'est génial. Parce que, alors, on s'est pas mal amusé. On a changé justement différents types de papiers. On a toujours voulu ne pas les pelliculer. Enfin, en Suisse, on dit pelliculer. En France, on dit laminage. On n'a pas voulu les laminer parce que c'est la couche protectrice. Vous savez, quand vous aviez vos livres d'école, que vous emmerdiez, vous grattiez. Ce qui m'aurait bien arrangé parce que j'ai fait tomber de la sauce sur le mauvais génie. Et ben voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Voilà, exactement. Je plaisante évidemment. Mais c'est vrai que, alors, ils sont très fragiles en effet. Ils sont beaucoup plus fragiles parce qu'on ne met pas cette pellicule de protection, mais c'est tellement plus beau. C'est-à-dire qu'au toucher, c'est toute la différence. Soit vous avez un espèce de plastique dans la main, et alors là, vous pouvez mettre n'importe quel papier, c'est affreux. Soit vous avez justement tout le grain du papier, et c'est magnifique. Donc, j'étais très, très contente de décider de ne jamais mettre de laminage. Alors, de temps en temps, on l'a quand même fait pour nos poches, par exemple. Là, voilà, on a des livres laminés, vous voyez, ça prend la lumière, c'est moche. Voilà. Mais au moins, c'est pas cher et puis on peut faire ça comme ça. Par contre, pour les papiers de couverture, alors ça, c'est tout un monde génial. Et aujourd'hui, justement, on s'est arrêté à des papiers, comme vous avez vu, on fait beaucoup de couleurs. Et on a décidé d'utiliser des papiers précolorés. Et ça, c'est génial. Parce que du coup, on ne pourra jamais atteindre en fait, des couleurs parfaites en étant… Alors, il y a plein de choses en fait quand on imprime. Il y a la quadrichromie, ça veut dire que c'est les 3 couleurs primaires, plus le noir, et qui est un mélange de ça. Quand vous imprimez en quadrichromie sur une couverture, la couleur ne sera jamais parfaitement, exactement pareille partout. Il y a un peu des nuances, voilà. Et pour éviter ça, on a ce qu'on appelle les… Ah, le nom m'échappe, attendez, les couleurs déjà préparées, je vais retrouver, pardon. Et du coup, ça, c'est des mélanges qui sont déjà faits, si vous voulez, chez l'imprimeur.
et on a des pantones. Voilà. On a des petits pantonniers qui permettent de regarder précisément cette couleur-là. Donc, on sait que ce sera précisément ça. Et l'aplat est beaucoup plus beau. Donc, vous voyez, par exemple, celui-là, ben, on a fait un aplat de quadrichronie. Bon, vous ne voyez pas trop sur l'écran la différence qu'il pourrait y avoir, hein, mais celui-là, c'est justement deux couleurs, donc un bleu clair et un bleu foncé. Et puis, du coup, aujourd'hui, on utilise ces papiers qui sont les Pop-Set. C'est génial aussi comme nom. Et c'est la meilleure gamme de papiers très colorés. Donc, on a vraiment plein de couleurs, des couleurs absolument magnifiques. Et puis, c'est souvent justement des couleurs pastel, magnifiques. Donc, voilà. Et puis, comme c'est un papier assez délicat, tout ça, et qu'on risque de l'abîmer, on met maintenant des rabats, ce qui permet de doubler le papier. Ouais. Et voilà. Donc, Alors, Laurence, il est midi. Alors, oui, je ne sais pas si on a encore le temps d'une petite question ou pas. Oui, j'ai encore 10 minutes. J'ai une petite… Allez, mais Christelle. Je suis désolée, je ne pourrais pas rester beaucoup plus longtemps. Mais… on a parlé donc de la collection 80 mondes et vous avez expliqué donc que c'était lié à 80 livres. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le nom de d'autres collections comme j'ai vu La Mandragore qui chante et Troublant. Est-ce qu'il y a une explication derrière? Alors, c'est joli, ça. La bande Mandragore qui chante, j'adorerais connaître. Malheureusement, c'est justement le nom d'une collection de l'époque. Et j'ai pas forcément de réponse à vous donner, je suis désolée. C'est une collection de poésie. Donc, c'est possible que ça vienne d'un vers, d'un poète. Il faudrait que je regarde dans le premier numéro, mais peut-être que ça vient de là, en fait, le premier numéro de la Mandragore. Et d'ailleurs, la mandragore, c'est un oiseau. Je ne sais même pas ce que c'est comme animal. Une plante. C'est une plante, je crois, dans Harry Potter. C'est une plante. C'est une plante. Ah ouais. C'est une plante. Bon, voilà. Désolé. J'avais une dernière question, Laurence, par rapport au lectorat suisse. Comment lit-on en Suisse? Est-ce que votre cible, entre guillemets, est vraiment suisse? Plutôt 80% française, 50%? Dans quelle proportion vous avez votre lectorat? Alors, ça, c'est une question importante pour les éditeurs suisses. C'est-à-dire que la Suisse est trop petite. C'est la Suisse romande. Hein. On est à 1,5 million de personnes. Donc, c'est vraiment trop petit pour pouvoir avoir un lectorat suffisant. Ce qui fait qu'on est bien obligé de regarder et d'être diffusé en France. Nous, on a à peu près, globalement, on a 70% en France, 30% en Suisse. Mais évidemment, ça dépend des livres. Parce qu'il y a toute une collection dont je n'ai pas parlé, qui est la collection locale, et qui est une collection très importante pour nous, parce qu'on cherche aussi à être un éditeur local et à documenter ce que c'est que Genève aujourd'hui. Donc, on fait des livres illustrés, en fait, sur Genève. Par exemple, on a fait une histoire du luxe à Genève, on a fait une histoire de Genève qui est absolument géniale. Ce sont des essais qui passent par les 4 éléments, l'eau, l'air, le feu, et c'est Genève vue par ces 4 éléments. Donc voilà, on a aussi toute cette collection qui est d'ici. Et alors, évidemment, ça, c'est 90% de ventes ici et 10% de ventes en France par Amazon. Donc, je pense que ce sont des Suisses qui passent par Amazon. Donc, mais globalement, la France est quand même très importante pour nous. Et le gros de nos ventes, ce sont des livres traduits. C'est vraiment les ventes les plus importantes. On n'a pas parlé encore des romans qui sont sortis là ou qui vont sortir. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit pitch, par exemple, de Représailles de Florian Heglin et Strat? Oui. Ah, vous êtes génial. Mais alors, Florian Heglin est un auteur que je suis depuis très longtemps. On a publié une trilogie avec des titres complètement farfelus. Florian Heglin travaille, alors dans cette trilogie, il a toujours travaillé sur l'ultra-violence. Et dans cette trilogie, c'était sous un jour fabuleux, fantastique. Et donc, voilà. Ensuite,
il a souhaité, avec un anti-héros complètement, vraiment, enfin, horrible, qui ne s'intéresse qu'à sa façon de s'habiller et à ses cigares, donc vraiment, mais extrêmement drôle. C'est vraiment une littérature très, 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 très drôle, extrêmement risible, ironique, grotesque, enfin ça passe par tout l'arc-en-ciel de l'humour. Et puis, Représailles, c'est le premier livre où il a essayé de resserrer son écriture et de travailler tous les thèmes qu'il aime travailler. Donc lui, il travaille beaucoup sur la mythologie, sur les références antiques, les références moyenâgeuses, et il travaille aussi beaucoup justement sur la violence. Donc sur l'idée de violence qui a un peu disparu en fait dans une certaine littérature aujourd'hui, et qu'il essaye de remettre. Mais comme il dit, c'est toujours de la violence pour rire, en fait. Ce n'est jamais ça paraît être de la violence gratuite, mais c'est toujours une violence qui doit se moquer d'elle-même, en fait. Donc, c'est un récit, alors Représailles, c'est un récit où il y a un couple, c'est un roman policier, hein, il a fait ça sous forme de roman policier cette fois-ci, et c'est un couple de Suisses avec leurs 2 petites filles qui vont en Corse un été et qui se font prendre en chasse par un énorme SUV, donc c'est une voiture, hein, dans une petite route la nuit, alors qu'ils sont en train de traverser la Corse pour aller à leur prochain lieu de villégiature. Et c'est le récit de qu'est-ce qui va se passer avec cette voiture, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils leur volent, et évidemment, ça va donner lieu à toute une histoire, toute une réaction en chaîne, à la fois une enquête policière et toute la réaction psychologique du père de famille qui va défendre sa famille. Donc voilà, j'en dirai pas forcément beaucoup plus, c'est un peu mystérieux, mais c'est celui-ci, il est sorti avant, enfin il était prévu pour avril, il est ressorti en août, c'est ça? Non, alors il était prévu pour mars et il est sorti dès qu'on a pu, donc fin mai. Donc il est déjà. Il est déjà disponible. Et la prochaine parution, c'est donc bien Strat. Hein. Oui, et alors, notre seul livre de la rentrée, cette année, on n'en a fait qu'un seul, qui est une auteure absolument géniale, qui est Kathleen Jamie. Et donc, c'est une très, très belle auteure écossaise, une poétesse et essayiste. Et nous, on publie plutôt les essais que la poésie. Et elle travaille énormément sur le nature writing, évidemment, mais elle travaille aussi beaucoup sur les couches en fait, sédimentaires de l'humain. Donc, elle va beaucoup voir, faire des fouilles archéologiques, raconter ça. Donc, en fait, elle travaille toujours par petits récits. Donc, c'est une compilation de plusieurs petits récits. Il y a aussi des illustrations. Et elle raconte à la première personne les différents voyages qu'elle va faire et les différentes situations dans lesquelles elle se trouve. Donc, ce sont des récits autobiographiques, c'est toujours très accueillant comme récit, donc c'est assez généreux à la lecture. Et par contre, elle a une forme très poétique et très observatrice du monde dans lequel elle est. Donc, moi, ça fait partie des auteurs que j'adore vraiment énormément. C'est-à-dire que c'est des auteurs qui s'assiedent et qui racontent quelque chose autour d'eux en observant. Et son observation est minutieuse, intelligente, pleine de sens, en fait, et de sens humain. Elle va toujours rechercher les racines, elle va essayer de comprendre, par exemple, elle va en Alaska, elle va essayer de comprendre quel est le rapport des habitants d'aujourd'hui de l'Alaska aux fouilles archéologiques qui ont lieu et comment est-ce qu'ils peuvent prendre ça et eux, comment est-ce qu'ils prennent leur rapport à leur histoire. Et puis, par ailleurs, elle regarde énormément la nature, elle observe les oiseaux, les animaux, la nature. Et
j'aime beaucoup sa façon de raconter comment elle écrit. Elle écrit très peu. En fait, elle a écrit des essais, un tous les 10 ans. Et le dernier qu'on avait publié, Tour d'horizon, c'est je l'ai là. C'est il était très beau aussi. Et c'est un livre qu'elle a écrit donc, il y a une quinzaine d'années maintenant, qui est paru chez nous en 2019, mais il a mis beaucoup de temps à être traduit. Et elle disait, voilà, j'ai des enfants petits, donc mes voyages, c'est mon jardin. Donc d'abord, on regarde le jardin. La vie, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord nous-mêmes. Donc elle va aussi explorer pour elle, c'est vraiment l'expression de la vie, c'est une expression sur un spectre énorme. C'est-à-dire que c'est à la fois le microscopique qui nous habite et ce sont les aurores boréales. Mais la nature, c'est pas seulement ce qui est à l'extérieur très loin. Et donc, elle disait, ben voilà, les enfants sont petits, donc j'explore moi, ce qu'il y a à côté de moi, mon jardin, et je fais quelques voyages, et donc, du coup, je raconte ces quelques voyages qui sont très courts. Et puis, le deuxième qu'on publie là, donc Strat, c'est 10 ans après. Ses enfants ont grandi, sont partis, et donc elle fait des voyages beaucoup plus longs, mais elle raconte aussi dans ce livre que maintenant, c'est plus les enfants, mais ce sont ses parents qui sont vieux et dont elle doit s'occuper. Donc, elle a quand même encore toujours cette limite, en fait, où elle doit revenir, elle doit s'occuper d'eux. Donc, voilà. Elle écrit avec les éléments de sa vie. Et ça, je trouve que c'est très beau. Enfin, c'est vraiment, c'est très réfléchi, c'est très puissant. Et puis, juste pour finir, elle est quand même dans une lignée d'auteurs écossais qui parlent de la nature enfin, pour eux, c'est toute une tradition, c'est bien différent de ce qu'on peut avoir nous. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple Kenneth White, qui a beaucoup travaillé justement sur le blanc, sur la nature, sur aussi le côté extrêmement résistant de l'homme face à la nature, l'éblouissement par rapport à ça, mais pas seulement la beauté, la joliesse. Enfin, on n'est pas du tout dans ce genre de thématique. On est dans quelque chose de beaucoup plus profond. Donc voilà. Merci Laurence. On fait une petite photo souvenir. On a tendance à faire une petite photo souvenir. Avec plaisir. Donc préparez-vous. Voilà. Moi aussi, trop bien. Voilà, parfait. Alors moi, je ne peux pas prendre les livres en même temps que faire la photo, c'est bien dommage. Ouais. Ok, super. C'est bon, c'est noté. Laurence, merci beaucoup. Merci mais de nous c'est moi avoir... qui vous remercie. Hein. Vous avez été adorable. En plus, très attentif. Je me disais 1h30, les pauvres, ils vont vraiment s'ennuyer. Mais vous avez été vraiment très chou. Le moins du monde. C'était parfait. Merci infiniment, Laurence. Et on se tient au courant pour une prochaine fois, j'espère. Avec plaisir. Mais oui, avec plaisir. Encore merci pour tout. Hein. Au revoir. De rien. Bonne rentrée. Au revoir, bonne lecture. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Week-end. Merci, au revoir. Bon week-end tout le monde. Salut tout le monde. Salut. À demain soir.